sont ça bon les carnets. Alors des fois, tu lis un livre et puis aussitôt là, allez, ouvre la caméra. Qu'est-ce que c'est à brasser? T'es dans l'instant. D'autres fois, c'est parce que tu es dans des terrains que tu connais très bien, mais tu as trouvé, hop là, une toute petite incise là. Donc allez, hop, carnet. Et cette fonction là du carnet au jour le jour, saisir ce qui sinon ne ferait pas trace. Et qu'est-ce que tu explores dans le temps même que tu parles? Et quelle différence il y a entre ce temps-là et le temps-là qui est aussi un temps du direct, du surgissement, de la préparation en amont, de ce qui peut se passer dans l'écriture, qu'elle soit évidemment manuelle ou qu'elle passe là par trucs comme ça. Je me sers très peu des téléphones. Plus ça va, plus je tiens à distance. Et puis d'autres fois, c'est le contraire. C'est-à-dire tu tombes sur une lecture et cette lecture, elle t'embarque vers une autre, et puis vers une autre, et puis vers une autre. Et là, moi, ça fait... attendez, 1 mois et demi que ça dure. Mais attention, c'est en 1 mois et demi, t'en fréquentes. T'en fréquentes quoi? Tu fréquentes qui? Tu fréquentes un auteur. L'auteur, c'est Tchekhov. Tout le monde connaît Tchekhov. Et moi aussi, je connais Tchekhov. Je connais Tchekhov depuis très longtemps. J'ai les 3 Pléiades de la premier tome avec le théâtre. C'est les traductions d'Elsa Triolet. C'est pas rien, même si pour moi c'est important aussi d'aller voir les traductions de André Markovix et Françoise Morvan. Ils font ça ensemble et dans les pièces en un acte ou dans La Mouette. Ils parlent de leur révérence à Antoine Vitesse qui les a plongés là et tous ces petits détails là. Quelqu'un qui finit pas ses phrases. Alors Elsa Triolet dit et ainsi de suite. Puis eux disent, voilà. Et c'est ces petites choses là qui sont finalement l'élucidation. Markovix-Morvan, elle est aussi importante que le travail de la langue. Pour Dostoïevski, je l'ai vaincu. Mais quand tu es habitué, quand tu as appris un auteur par ses traductions, c'est violent. Surtout que, ça on va en parler du théâtre. Alors, Tchekhov, oui, longtemps que je connais. Et puis vous savez, il y a toujours ce truc de dire il paraît que c'est dans Barthes, il ne faut pas aborder un auteur par sa biographie. La biographie n'explique rien, n'élucide rien. Oui, mais si tu enlèves la biographie et que tu as affaire au texte sans savoir quoi que ce soit du bonhomme, attendez, on en sait sur le bonhomme. On sait qu'il est mort à 43 ans. Moi, ça me touche aussi. Baudelaire et Lovecraft sont morts alors dans leurs 46 ans. Lui, mangeait du dedans. Kafka, qui faisait très attention à boire un verre de lait, mangeait juste un fruit, ne laissait rien à consommer à la maladie. Kafka, il a duré jusqu'à 51. Et puis, la scène de mort de Tchekhov, elle est devenue légendaire. Il y a ce texte de Nathalie Sarraute dans l'usage de la parole, le premier chapitre. Ich sterbe. Je meurs. Je me meurs? Non, ich sterbe. Je meurs. Et c'est la dernière parole à Tchekhov, là, vers Baden-Baden, ou je ne sais plus, cette ville d'eau allemande. Mais il savait que le sursis finissait. Médecin allemand vient le voir, puis Tchekhov, médecin aussi, lui dit, mon pauvre, il n'y a plus rien à faire. Ich sterbe. Et il y a cette scène aussi avec son épouse Olga, mais il y a très peu de temps qu'il vivait avec Olga. C'est juste là, les tout petits fragments de fin de sa vie. C'est tout ça aussi qui va que j'ai découvert. C'est-à-dire, on commande du champagne, on boit. Et Tchekhov qui dit à Olga, il y a longtemps que je n'ai pas bu de champagne. Il se retourne et il meurt. Et sterbe, le texte de Nathalie Sarraute, dans l'usage de la parole, c'est pas que ça nous remue par l'émotion. C'est-à-dire, si tu te dis ça, toi, si tu te poses comme sujet d'un verbe d'action, ich sterbe, qu'est-ce que ça nous apprend, nous, sur notre rapport à la langue, à la vie, au souvenir, etc., etc. Il y a 3 pages de Nathalie Sarraute. Je l'ai relu hier soir, je me dis, tiens, ce serait bien, là aussi. Bon... Tchekhov. Alors moi, Tchekhov, il y a 2 choses. Il y a le théâtre. Donc, il y a ce truc-là que j'aime bien avoir tout dans ce Pléiade que je traîne depuis plusieurs décennies.
Ben, c'est comme ça. Et c'est comme Shakespeare. Moi, je vais jamais au théâtre. J'ai plus de lien du tout avec ce monde ou ce milieu. Je sais pas, c'est pas la question. Mais cette fonction au théâtre, qu'elle soit chez Bernard-Marie Coltès, ou qu'elle soit là, au-dessus, là, dans Shakespeare, il y a toujours des moments où tu rouvres ton Shakespeare, ou tu l'ouvres dans une traduction d'Yves Bonnefoy, ou d'André Markovitch, c'est leur Macbeth, hein. Je ne sais plus si c'est ensemble avec Françoise Morvan ou pas, ouais, je crois. Ou bien directement, là, ce gros volume Shakespeare que j'ai là-haut, Shakespeare Complete Works, puis tu prends une scène, puis tu t'aperçois que cette scène, évidemment, c'est très difficile à lire. Donc, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, mais il y a cette espèce de flottement permanent, et qu'est-ce qu'il y a de commun entre Shakespeare et Tchekhov? C'est que dans ce flottement, le monde est là, conditionne le flottement. Il est ce dans quoi tu flottes, c'est ce par quoi tu flottes. Et par contre, ce qui s'écrit, c'est ce qui se passe dans la boîte, là, dans la boîte du crâne, dans le dedans. Et ce rapport-là, moi, je l'ai toujours perçu dans Tchekhov. Oui, j'en ai vu des mises en scène. Je me rappelle Ivanov, 1988, par Chéreau. C'est pas rien. Ou Platonov, je sais plus lequel des deux, c'était peut-être Platonov. Mais globalement, moi, ça imprime pas. Ce qui imprime, c'est la langue. Et à chaque fois que je rouvre le théâtre de Tchekhov, je retrouve ce flottement. Tu t'attends pas à ce qu'il se passe quelque chose. Oh, ben, dans la mouette, il peut y avoir le suicide en direct, là, ou du moins juste dans le petit hors-champ de la scène, mais il y a toujours ces images. Restons dans la mouette, et ben, il y a cette grande baraque un peu à l'abandon qu'on occupe vaguement, simplement l'été, et puis il y a ces terrains autour qui ouvrent sur la steppe, l'infini, et là, simplement, ben, il y a en général un lac, et les reflets du lac, et puis après, les personnages. Alors, est-ce que c'est des personnages autobiographiques, les deux écrivains qui s'opposent les deux figures d'écrivains qui s'opposent dans la mouette? Je sais pas, et j'ai pas besoin d'autobiographie pour ça. Mais quand je justement à découvrir la vie de Tchekhov, je voulais parler directement là, de Sakhaline et voyage de Tchekhov dans l'île de Sakhaline. Et je crois que ça va être, comme on a fait plusieurs fois ici, un petit feuilleton. Si je peux faire ça toute la semaine, je pense que moi là, je vais être en travail si je le fais 5 fois, 6 fois. Et aujourd'hui, ben, c'est juste un prologue. Et le prologue, qu'est-ce qu'on partage ici? Je vous parle de Tchekhov. Hier, un super prof à Dreux, région très dure. Hier soir, c'était vers 11h minuit. Bon, c'était sur Messenger. Ils font une journée d'hommage à Samuel Paty et puis Jean de Bernard. Évidemment, c'est trop mieux, mais est-ce que vous voulez bien venir à notre lycée? Et ça, maintenant, moi, je le sens plus. Tu vois, tu as 71 ballets. Il y a un moment où tu as toujours dit, à un moment donné, je me retrouverai dans l'expérience essentielle. L'expérience essentielle, c'est quoi? C'est relire, c'est reprendre. Et ça, j'ai besoin de ce temps. J'ai besoin de... Bon, mais ça fait partie du feuilleton. C'est-à-dire, Tchekhov, donc, toujours la mouette. Il y a cette vieille baraque. À un moment donné, on va être sur la terrasse. À un autre moment, on va être dans l'intérieur du grand séjour qui a été transformé, apprend-on, en bureau d'écriture. Mais il y a toujours ce reflet au loin du lac, les couleurs du ciel qui changent sur le lac. Et ces durées du changement sont celles à chaque fois de l'acte. Et puis, dans ce tout début, eh ben, on a installé quoi? On a installé quoi dans l'allée qui mène au lac? Une espèce d'échafaudage avec une scène de théâtre et un échafaudage qui découpe quoi? Qui découpe justement l'image du lac, qui redécoupe. Alors évidemment, Tchekhov, là, dans La Mouette, il l'utilise, là, il travaille sur quoi? Justement, sur le théâtre, dans le théâtre du Hamlet de Shakespeare, mais nous, ce théâtre, bizarrement, à chaque acte, on va voir, par exemple, le tout dernier acte, il ne restera plus que les lambeaux noirs là, de ces poutres ouvrant sur rien, et on dira que non, il serait bien temps maintenant, non pas de le démonter même, mais de l'enlever, le démolir, le détruire.
Alors Tchekhov, pour moi, le théâtre, c'est ça. Et ce rapport à la biographie, ben, c'est duré. C'est-à-dire à quel moment ça s'inscrit quand tu écris de tes 14 ans à tes 43 ans. Ça fait presque 30 ans de travail. Ça de quoi les remplir, les 3 tomes Pléiades. Mais c'est jamais de la même façon selon là où on est le curseur qui s'en va vers la fin. Y compris là, la décision de partir seul à Sakhaline. Et on va y arriver, on va en parler. Et moi donc, le Tchekhov, donc il y a cette espèce de lecture en boucle. Ah, ça t'arrive au moins une fois par an. Tu reprends Ivanov ou Platonov ou l'oncle Vania ou la Cerisay. Mais c'est toujours la même pièce. On dit, c'est quoi la dernière pièce la Cerisay, d'accord. Mais entre les 3 sœurs et Vania, c'est laquelle qui est avant, c'est laquelle qui est... Ça n'a tellement pas d'importance. Ça n'a tellement pas d'importance, mais tu rouvres ce flottement, et puis là, tout d'un coup, à rentrer dans Tchekhov, tu t'aperçois, par exemple quoi ? Par exemple que ces grandes maisons qui ont été louées l'été, pareil, mais aussi qui sont celles celles de l'enfance, à Tarangog, sur la mer d'Azov. Et ensuite, quand tu es avec la maladie, quand on te dit non, tu vas résider à Yalta, mais toutes ces villes, Soumy, tu ouvres le journal le matin, les bombardements sur Soumy, les mouvements de chars dans Soumy, et Kharkov, et les bombardements sur Kharkov, et Odessa, et mon ami Patrick de Friberg, qui 2 fois par an, depuis 3 ans, 60 balais, s'en va faire volontaire, démineur, parce qu'il est plongeur. Il a été plongeur professionnel, puis il est commando et tout ça, donc il va faire déminer autour du port et des plages d'Odessa. Et c'est tout ça, ou le port de Sébastopol, ou le bateau qui accoste à Sébastopol, et puis là tu prends et tu vas justement dans ces villes qu'on lit aujourd'hui tout le temps. Et pourtant la séparation Ukraine-Russe, elle est là. Les 2 petits Ukrainiens en esclavage, chez le papa Tchekhov du temps de l'épicerie à Tarangog, c'est vraiment de l'exploitation d'enfants dure. Et pourtant Tchekhov, quand il dit je suis ukrainien, pourquoi il dit je suis ukrainien? Je suis paresseux, excuse-moi du mais c'est tout ça là qui s'est ouvert, et je crois que ça s'ouvre par l'angoisse de l'Ukraine et par la répulsion ou la séparation ou l'impossible coupure d'avec la Russie. Par exemple, vous savez comment Proust dit qu'il met Dostoïevski si haut au-dessus de Tolstoï, et pourtant il fait des salons comme faisait Tolstoï, ou bien Faulkner qui dit moi j'aime Tolstoï parce qu'il m'apprend l'ordre, et Dostoïevski j'aime pas, c'est fouillis. Et lui, Tchekhov qui refuse d'aller dans Dostoïevski, il va lire Raskolnikov, mais tout à la fin de sa vie, et il le lira avec une défense, alors que la première fois qu'il arrive chez Tolstoï, monsieur Tolstoï, il s'en allait au bain dans la rivière. Les voilà tous les 2 à poil. C'est comme ça que la première fois il parle. Il y a cette relation là de double estime. En même temps, à chaque fois, l'un, ça permet à chacun de se distendre l'un de l'autre. Mais Tolstoï reste le vénérable aîné qui survivra évidemment de loin à Tchekhov. Et alors tout ça pour moi, ça, en 1 mois et demi là, de vie quotidienne avec Tchekhov, je crois que c'est ça qui petit à petit s'est mis en place. Et c'est tellement compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué ? La position de l'auteur. Qui tu es quand tu écris ? Qu'est-ce que tu écris et qu'est-ce que tu poses autour, que tu écartes de toi pour que écrire soit possible. Ça, je pense que c'est bien qu'on ouvre cette boîte-là, ici, comme ça. Alors, donc je disais, il y a le théâtre, c'est ça, et puis ça, et voilà, c'est une moitié là, et c'est un truc que tu rouvres, et quelquefois tu lis juste un acte, mais tu sais que ça, c'est ce flottement, et en quoi ce flottement travaille là, l'intérieur du crâne, et puis le reste n'a aucune importance. Et ça, c'est une dette à Tchekhov, qui existe pour moi depuis 20 ans, 30 ans, mais est-ce que je l'avais mise en chantier en tant que tel, comme je sais le faire ? Justement pour tant d'autres. Commencer par Proust, ou H.P. Lovecraft, ou Franz Kafka. Non, je ne l'avais jamais fait. Parce qu'après, il y a le continent des récits.
tome 2, tome 3, et toute la première moitié du tome 1, et quand tu lis le tome 1, ben, c'est des petites histoires où finalement ça rigole. N'empêche que, et puis c'est très bref, parce que le gars il a 18 ans, 20 ans, oui, mais qu'est-ce que tu sais pas? Ben, tu sais pas que il y avait les deux frères, le frère aîné qui se brûle de maladie. Il y a le frère second, Nicolas, qui est hyper doué et qui est dans le dessin, et c'est grâce à ça, à lui aussi, ce Nicolas, que Tchekhov accède au monde de la presse et de la publication, mais lui de texte, et puis ce Nicolas avec l'ivrognerie, va mourir, va se faire mourir d'alcool. Et puis l'autre, le frère aîné, Alexandre, ben, lui, il épouse une femme mariée, ça s'est fini très vite, mais l'enfant, c'est lui qui le garde, et puis l'enfant qu'elle avait eu avant, parce que ça y est, il est mort. Et donc il y a ça, lui, ben, il y a le père, et ce rapport, ben, ça on va aller en parler plus précis, mais jusqu'à ses 14 ans, le père, c'est celui qui bat. Ensuite, le père, il n'affronte pas ses dettes, il se tire à Moscou, tout seul. Et Anton Tchekhov va rester jusqu'à ses 19 ans à Tarangog, dans le bled sur la mer d'Azov. Il faudrait bien qu'il se débrouille tout seul. Et en gros, il squatte, moyennant quelques cours, un neveu du bonhomme, dans la maison que le bonhomme a extorqué au Tchekhov, parce que lui, quand elle a été vendue aux enchères, il a pris le truc. Donc tout ça, tu prends cette dureté, tu la prends, et tout d'un coup, ça se meuble. Et là, moi, il y a eu la découverte de 2 livres, mais ça, je garde mes cartouches si on fait un feuilleton. Mais dès ce moment-là, et quand justement, à 19 ans, ils montent à Moscou, ils sont là, toute cette tribu, c'est-à-dire la mère, la sœur, et ce trio, la mère, la sœur, ça va rester jusqu'au bout. Le père, lui, finira par mourir là, à Yalta, en Crimée, dans une maison là, qui est... Non, l'autre maison, on en parlera plus précisément. Cette maison, justement, qui délaisse pour aller à Yalta, qui est aussi une maison, comme ça, plus ou moins à l'abandon, où il y a une rivière, un étang, tout au bout, et on se retrouve là dans l'éternel décor qui est celui de la guerre aujourd'hui, du crime aujourd'hui, de l'écrasement, quelque chose qui nous fait basculer tout le monde. Mais quand nous, on bascule dans le monde, qu'est-ce qui bascule avec nous? C'est notre rapport à la littérature. Tout d'un coup, c'est ça que tu rouvres, là, tout d'un coup, dans un contexte autre. Et donc, même ça, moi, là, il y en a un que je tiens à lire, ça s'appelle Les Huîtres, dans ce tome 1. Mais je crois que les récits, tome 2, tome 3, c'est pareil pour Maupassant. Maupassant, tu cherches un truc, tu reviens, t'en trouves un autre, puis d'un autre, tu glisses à un autre. Et l'univers de Maupassant, il n'est jamais chronologique, alors qu'il s'écrit de façon chronologique. Il nous faudrait un jour un Maupassant qui soit entièrement bâti comme ça, d'après la chronologie, pas seulement les fictions, mais tous les textes qui préparent les fictions, et que tu mets pas dans les recueils. C'est un souvenir, c'est un truc. Et moi, il y avait le tome 2, où il y avait la steppe, des choses comme ça. Non, c'est le tome 3, ça, puisque je vois ma vie. Il y a une très belle traduction aussi, qui n'est pas celle du Pléiade, qui est celle d'un gars qui s'appelle Denis Roche, et qui a traduit énormément de Tchekhov dans les années 1927. J'aime énormément la langue de ce Denis Roche, qu'elle soit juste ou pas juste, qu'est-ce que ça peut faire. Mais il y a cette épaisseur dostoïevskienne dans les traductions de 1927 de Denis Roche, qui sont très souvent en accès livre. Mais dans le tome 2, il y a la steppe. Là, je relisais la steppe hier soir. Dans le tome 3, il y a la salle 6, il y a Récit d'un inconnu, ce truc qui s'appelle La peur, et la voix haute, qu'est-ce que c'est wow. Et donc finalement, tu passes à les récits, et il y a toujours ce truc-là aussi, est-ce que j'ai jamais lu ce livre en entier? Ou le tome 2, le tome 3? Non, tu relis chaque fois une histoire parce que tu la connais, que tu veux t'y replonger comme dans le théâtre, et puis de celle-ci tu glisses à une autre. Et
pour moi, ça s'était jamais érigé en logique. Alors, comment ça s'est passé? Ce sera juste ça, l'introduction aujourd'hui, et promis, on entre dans le feuilleton. Vous savez qu'en juillet, j'ai rouvert les 2 derniers livres d'Olivier Rollin, dont Vider les lieux. Et dans Vider les lieux, il démonte sa bibliothèque d'une piole où il a vécu pendant 30 ans, plein sanctuaire de la vie parisienne, mais avec sa façon, lui, nomade et voyageuse, et son rapport aux Russes. Et à un moment donné, il enlève le Sakhaline de Tchekhov. Et moi, le Sakhaline de Tchekhov, c'est un vague petit bout de machin que tu gardes dans ta tête. Ouais, Sakhaline, Tchekhov, mais quoi? Tchekhov, c'est hyper loin, tout ça. Puis Tchekhov, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? J'en sais rien, ni comment. Et moi, j'ai mis le nez dedans, et ce sera l'épisode 2. Et Sakhaline, d'abord, je l'ai lu tout ça en numérique, et puis après tu prends le livre parce que tu veux travailler, tu veux voir l'épaisseur, tu veux le truc, puis finalement tu le relis. Et Sakhaline, c'est pas rien. Mais à quel moment de la vie de Tchekhov? Pourquoi? Et une préface, alors vous voyez comment ça c'est le truc, tu lis la préface et t'apprends. Anton Tchekhov a 30 ans, il a déjà écrit entre autres La Steppe, Une banale histoire, la pièce Ivanov, il a reçu le prix Pouchkine, et puis t'apprends justement comment il laisse la tribu, le père, la mère, la sœur, les enfants du frère aîné qui survivent vaguement, puis le deuil qui sera jamais fini de l'autre frère, Nicolas. Et je découvre la signature, Roger Grenier. Encore pour moi, un nom, Roger Grenier. Depuis, je lis Grenier pour lui-même. Roger Grenier, Les larmes d'Ulysse, collection l'un et l'autre, Gallimard. Et tu vois cette écriture et tu comprends une proximité. Et toi, ce que tu cherches, c'est cette proximité. C'est quelque chose qui parle, oui, de l'autre, mais dans l'intérieur de ton propre rapport à l'écriture, et pour faire avancer ton propre rapport à l'écriture. Et parce que justement, c'est là où il n'y a pas de solution, et c'est là où ça tremble. Et dans cette préface-là, tu dis, waouh, le Grenier, faut y aller y voir. Qui c'est ce type? Et ensuite, Sakhaline. Épisode 2. Mais de là, préface, il cite des lettres de Tchekhov. Mais il cite des petits fragments, des phrases. Donc, tu dis, les lettres de Tchekhov. Et tu t'aperçois, alors là aussi, cette question, vous savez, Lovecraft, il a laissé 30 000, alors ça peut être des cartes postales, des choses comme ça, ou des longues lettres, des fois de 20 pages, 30 pages, et puis, ou des fois avec ses copains, là, il tape avec 4 carbones, il s'envoie à 4, ils se répondent à 4, donc il y a une notion de publication, une notion de privé ou pas, donc toutes ces questions, la correspondance, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les machins, oui, mais c'est cette fonction-là du collectif dans le travail. Alors, des correspondances qui sont passionnantes, d'autres moins. Correspondance de Balzac, le premier tome est passionnant, le 2 et le 3 moins, mais les lettres à Madame Anska, oui, c'est un corpus qui s'intègre dans l'œuvre, de plein pied dans l'œuvre. Mais ces gens-là, ils connaissent. Bien sûr, en plus, Madame Anska, elle vit là aussi, ces mêmes endroits, propriétaire terrienne, là, avec cette grande maison désaffectée dans la steppe, et puis la rivière au bout. On est pas loin, et ça s'appelle l'Ukraine. Et Tchekhov, il y a 4500 lettres. Alors, il y a une grande édition, un éditeur qui s'appelle Marx, déjà l'éditeur directement du temps de Tchekhov, et ces 4500 lettres, il y a cette compilation qui quand même c'est en bouquin, et on en a 1020 pages, c'est-à-dire des 4500, on en a un peu plus de... on a une compilation de 1000 pages. Et là encore, est-ce que ça se lit dans l'ordre? Je ne sais pas lire dans l'ordre, sinon c'est plutôt que, justement, ça y est, tu as Sakhaline, tu vas prendre la période qui est la préparation du voyage et l'embarquement et le voyage.
Et puis ensuite, ce qui se passe juste autour. Et puis ensuite, ça t'amène à relire, par exemple, les nouvelles qui sont écrites après. Les questions à une qui s'appelle En déportation, une autre qui s'appelle Un meurtre. Tu vas retrouver, parce que justement là, tu as les dates, tu vas retrouver. Il en parle à ses grands copains, et puis ses lettres qu'il fait en voyage, et puis les lettres qu'il fait à la famille, et puis comment faire pour que la famille aille toucher l'argent qui lui est dû à lui, puisque c'est lui qui fait bouffer tout le monde, etc. etc. Et les lettres, ça fait, là encore, justement, après Sakhaline, un mois et demi qu'elle m'accompagne. Et plus tu avances, tu dis, mais attends, c'est quoi? C'est où? C'est qui? Et là, pour moi, il y a eu 2 livres. Alors, ça s'est passé chez Gibert. Chez Gibert, c'est d'occasion, et puis de toute façon, ça tombe bien, parce qu'on ne les trouve plus. Le premier, on le trouve d'occasion, Irène Nemirovsky. Alors, tu lis tous les trucs sur Tchekhov, oui, dans la biographie de Tchekhov par Irène Nemirovsky, il y a encore d'autres biographies, mais ça, pour moi, ça a été ces 2 livres, je me suis arrêté là pour l'instant. Irène Nemirovsky, elle est morte en déportation en 1943, vers Treblinka, Sobibor, ces coins-là. Et le livre a été publié en 1946. Donc, tu lis pas ça... une biographie de... Non. J'y reviendrai parce que dans cette vie de Tchekhov, il est fait par fragments, des petits trucs de 4 ou 5, et c'est une approche lacunaire. C'est-à-dire que tu prends des thèmes, et justement ces thèmes qui nous travaillent, dans le rapport à l'écriture, dans le rapport à la famille, dans le rapport à l'amour, dans le rapport au trajet, aux géographies, dans le pourquoi du voyage à Sakhaline, qu'est-ce qu'il fait à Sakhaline, épisode 2. Et il y a une trentaine de chapitres, 46, et ce Grenier, Roger Grenier, la préface est tellement... Tu te sens comme une dette, attends, il faut y aller voir. Et le titre, ça s'appelle alors « Regardez la neige qui tombe, impression de Tchekhov ». Est-ce que c'est une biographie? Non. Alors, je pense que là aussi, peut-être qu'on va faire épisode 3 sur Nemirovsky Grenier. Alors lui, il y a peut-être 50. Lui, alors c'est 1992. Donc ça devait être dans les tout débuts de cette collection l'un et l'autre de Pontalis. On en a croisé plusieurs. On a croisé Florence Delay avec Nerval. Et donc tu ne fais pas une biographie. Mais il reprend. De 1946 à 1992, il y a combien ? Il y a presque 50 ans, comme nous maintenant, il y a encore 40 ans depuis, et il y a l'Ukraine. Donc lui, c'est prendre, tiens, la question du prix littéraire, un prix littéraire, et puis ensuite, la question du succès. Et tu traites ça par fragments, et Pauvre petit bonhomme, ou La passion du voyage, ou et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou quand il revient dans sa ville natale, à Tarangog, 15 ans après l'avoir quitté, etc. Ou le rapport à la médecine. Et chaque fois, donc c'est comme s'il avait repris ou volé. Non, c'est pas ça. Mais c'est que ces questions qui résonnent lourd aussi. Par exemple, là, les intelligences artificielles, elles s'exercent avec ce que vous avez écrit. Bah ouais, mais comment nous on fait? Et là, lui, il dit impression de Tchekhov. Il y a peut-être 40 ou 50 morceaux indépendants qui sont chaque fois sur un rouage précis. Elle l'a repris à Irène Nemirovsky. C'est-à-dire tout d'un coup, tu as une mise en cause. Et les grandes biographies, ou la biographie de Nathalie Sarraute, ou la biographie de Beckett, ou la biographie de Faulkner, ou de Sandra par sa propre fille, ou Henri Michaud par Jean-Claude Martin. C'est maintenant, nous, quand tu rouvres un chantier, c'est-à-dire tu quittes le texte et tu ouvres le chantier. Voilà, et maintenant il faut que je termine l'introduction. Ce sera quoi? Oh, ce sera un beau podcast si on fait 5 épisodes. Mais voilà pourquoi, comment, pour moi, depuis 6 semaines, je vis en Tchekhov. Et la grande angoisse, pour finir sur l'angoisse, c'est quoi? C'est justement, tu travailles toujours lui, l'angoisse, elle est partout, elle est présente, elle a peur, elle angoisse. Et toi, elle y est tout le temps, évidemment, parce que ce contexte-là, moi, je suis plus âgé que lui. Mais c'est ça que tu travailles, c'est ça qui ouvre cette lecture. Et après, tu te dis, non, il n'est pas temps encore d'en parler, il n'est pas temps encore d'en parler. Ben ça y est, on a commencé à en parler, et demain, on va à Sakhaline, après on ira se balader dans les lettres, après on reprendra l'histoire des récits, peut-être on reviendra sur le théâtre. L'avantage des carnets, c'est ça. C'est qu'on ne sait pas pourquoi ça se passe, comment ça se passe, mais on fait.